Je suis le professeur Fatahi Nourdine de la faculté des sciences de Rabat, de l'université Mohammed V, dans le cadre des enseignements dispensés aux étudiants de la faculté des sciences. Eh bien, le module d'optique géométrique est programmé durant ce semestre-là. Nous avons déjà entamé ce module d'optique géométrique par l'étude des systèmes optiques planaires, que sont le miroir plan et le dioptre plan. Aujourd'hui, je vous présente le miroir sphérique. De quoi s'agit-il? En fait, il s'agit tout simplement d'une forme sphérique qu'on découpe d'une portion d'une sphère, d'accord? Et selon la position du centre par rapport à la surface réfléchissante, donc par rapport au sommet, eh bien, vous avez un miroir concave, donc, qui est caractérisé par un centre qui est situé devant le sommet. De l'autre côté, si le centre est situé derrière la surface réfléchissante, c'est-à-dire derrière le sommet, eh bien, le miroir est alors convexe. Donc voilà, le centre est situé derrière le sommet. Bon, à ce niveau-là, il y a un rayon particulier, celui qui passe par le centre. Donc, comment il se réfléchit lorsqu'il arrive au niveau du miroir? Bon, sachant qu'il arrive normalement par rapport à cette surface, eh bien, il va se réfléchir sur lui-même, respectant la deuxième loi de Descartes qui stipule que l'angle d'incidence et l'angle de réflexion sont égaux. Dans ce cas-là, égaux à 0, parce que l'incidence est normale. Bon, je retrouve le même comportement quand il s'agit du miroir convexe. Bon, cette fois-ci, c'est le support du rayon incident qui est porté, qui passe par le centre C, et il va se réfléchir sur lui-même. Lorsque les objets et les images sont situés dans cet espace que vous avez ici, eh bien, ces objets et ces images sont réels. En revanche, lorsqu'ils sont situés derrière le miroir, eh bien, les objets et les images sont dans ce cas-là virtuels. Bon, lorsqu'on étudie les systèmes optiques de façon générale, eh bien, on commence toujours par ce qu'on appelle la relation de conjugaison. En fait, il s'agit ici de trouver le lien entre la position d'un objet et son image. D'accord? La notion de l'image est liée de façon intime à cette propriété de stigmatisme que nous avons introduite lorsque nous avons étudié les systèmes planaires. En effet, le stigmatisme d'un système optique dit tout simplement la chose suivante: lorsque l'objet est ponctuel, eh bien l'image, pour qu'elle puisse être définie, eh bien l'image doit être également ponctuelle. Nous avons vu justement dans le cas des systèmes planaires que le stigmatisme est rigoureux dans le cas d'un miroir plan, alors qu'il est approché dans le cas d'un dioptre plan. D'accord? Ici, le terme rigoureux veut dire tout simplement que quel que soit l'angle d'incidence, quel que soit le rayon incident d'un point objet, en se réfléchissant, l'image de ce point objet est unique. Et donc, dans ces conditions, on définit de façon générale, de façon rigoureuse, on définit la notion du stigmatisme, et l'image, elle est unique. En revanche, dans le cas d'un dioptre plan, ce n'est pas le cas, et dans ces conditions, on doit se mettre dans des conditions bien particulières pour vérifier un stigmatisme dit approché. Bon, ici, je reprends le schéma un peu plus grand pour la clarté de la démonstration ici, et je pose ici un point objet. Donc c'est une source ponctuelle qui va émettre la lumière dans toutes les directions de l'espace. Je vais le placer dans ce qu'on appelle l'axe optique de mon miroir sphérique, qui passe à la fois par le centre et le sommet, et j'essaie de voir comment il va se réfléchir à ce niveau-là. Bien, la première des choses que je dois faire ici, c'est de déterminer ce qu'on appelle l'angle d'incidence. D'accord, cet angle I, par rapport à ce segment de droite qui est le segment CI1. C'est la normale au dioptre, plutôt au miroir, au niveau de I1. Et bien sûr, la réflexion du rayon va
tout simplement respecter la deuxième loi de Descartes et vous avez ici l'angle de réflexion qui est identique à l'angle d'incidence. Et vous voyez très bien qu'à ce niveau-là, l'intersection de ce rayon réfléchi avec l'axe optique se fait au niveau du plan A2. D'accord ? Je peux envoyer un rayon sous un angle d'incidence différent, donc un angle d'incidence plus grand. Et bien sûr, le principe de la réflexion elle-même, vous avez l'angle de réflexion ici par rapport à la normale. Cette fois-ci, c'est le segment que j'ai tracé ici, c'est le segment CI2. Et bien, cette réflexion en fait, ce rayon réfléchi va croiser l'axe optique au niveau du point A'2 qui est a priori différent de A2. Et donc, à ce niveau-là, bon, le dilemme consiste à choisir entre A2 et A'2 comme image pour le point objet A1. En réalité, la notion de l'image n'a pas de sens dans ce cadre-là, de façon générale. La notion de l'image n'a de sens que si elle est unique. Et là, on ne peut pas choisir. En réalité, ce qu'on peut dire déjà à ce niveau-là, c'est qu'un miroir sphérique n'est pas rigoureusement stigmatique. Bon, ceci, en fait, nous permet de revenir sur cette notion de stigmatisme, mais approché dans des conditions particulières. En fait, en réalité, on doit rester au voisinage de l'axe, de sorte à considérer, par exemple, ici, le H que j'ai tracé ici, c'est tout simplement la projection orthogonale du point I sur l'axe optique, d'accord? Eh bien, dans ces conditions-là, il faut que H soit quand même... On le voit très bien d'ailleurs dans ces conditions, on voit que H est pratiquement confondu avec S ici, d'accord? Et donc, on doit travailler dans ces conditions. En fait, c'est ce qu'on appelle l'approximation de Gauss. L'approximation de Gauss, c'est également, en fait, il y a un autre terme qui désigne cette approximation, c'est l'approximation de l'optique paraxiale, c'est-à-dire qu'on doit rester autour de l'axe optique, et dans ces conditions-là, eh bien, on va essayer de trouver la relation de conjugaison. En fait, c'est une relation qui permet tout simplement de lier la position de l'objet à celle de l'image, d'accord? Dans des conditions particulières, c'est-à-dire lorsque le point I que vous avez ici est quand même proche de S, de sorte à ce qu'on puisse confondre H avec S ici, et ça permet en fait énormément de faciliter énormément en fait, les calculs par la suite, comme nous allons le voir juste après. Bon, ici, si je note l'angle ICA'H, on peut montrer de façon très très simple que cet angle que vous avez ici, donc l'angle ici, est égal à alpha moins I, en considérant tout simplement le triangle ACI, d'accord? Et de la même façon, je peux montrer très très facilement, en considérant le triangle IA'H, je peux montrer que cet angle c'est alpha plus I, d'accord? Eh bien, je vais calculer les tangentes de ces trois angles, d'accord? À commencer par tangente alpha moins I, d'accord? C'est tout simplement IH sur AH. Je calcule également tangente de l'angle alpha. Vous voyez très bien que ici c'est IH sur CH. Et finalement, je calcule tangente de cet angle, donc de l'angle alpha plus I, et c'est tout simplement toujours le même côté ici, opposé, IH sur cette fois-ci A'H. D'accord? Je reprends ces trois équations. D'accord? Je reprends ces trois équations ici, mais cette fois-ci en considérant les angles alpha, I petit, pour être dans les conditions de Gauss, et dans ces équations, surtout au niveau des dénominateurs ici, je vais remplacer H par S. D'accord? Donc dans les conditions de Gauss, j'ai le droit de faire ces approximations. Et regardez ce qui se passe. Eh bien, ce système d'équations que vous avez ici, d'accord? Donc ici, le H que j'ai ici, je peux le remplacer et je peux faire la même chose ici et là, ici et là. Et je retrouve le même système d'équations, d'accord? Mais qui est très très allégé. Pourquoi? Parce que tout simplement ici, j'ai remplacé tangente alpha moins I par alpha moins I. En fait, c'est tout simplement le développement limité de tangente à l'ordre 1 au voisinage, donc ici, au voisinage de cette quantité qui est quand même très très petite. Donc, tout simplement, je vais approcher également tangente alpha par alpha, selon le même principe, et je vais approcher tangente alpha plus I par alpha plus I. Donc voilà. Et ici, là et là, je vais changer les H que j'ai ici, partout, par S. Et j'obtiens ce système d'équations.
Et vous allez remarquer que si je fais la somme de cette équation, l'équation 1 plus l'équation 3, voilà, je retrouve, donc ici, ce terme et ce terme me donnent 2 alpha, et ce terme, donc je les retrouve ici. Et bon, j'utilise la deuxième équation, ici ce 2 alpha, je peux le réécrire en fait à ce niveau-là en utilisant cette équation. Ça me donne 2i h sur SC, et vous voyez très bien que le IH, je peux le simplifier, et finalement, ici, j'obtiens cette expression. Donc cette expression, qu'est-ce qu'elle traduit? Elle traduit tout simplement la relation entre la position de l'objet par rapport au sommet à celle de l'image par rapport au sommet, et on voit très bien l'apparition ici d'un paramètre très important. C'est ce qu'on a. Le paramètre que vous avez ici, c'est le paramètre rayon de courbure, d'accord, du miroir sphérique. Bon, en optique géométrique, il est toujours commode d'utiliser ce qu'on appelle les valeurs algébriques, d'accord. Ici, les valeurs algébriques tiennent tout simplement compte du signe et de la position de l'objet et de l'image par rapport au sommet, d'accord? Par rapport au sommet en fait, par rapport au miroir. Est-ce qu'ils sont devant ou derrière? Et ça, c'est très important. Et donc, quand je remplace ici, en fait, la relation de conjugaison devient sous la forme algébrique. Elle ne change pas en fait, de forme. Vous avez 1 sur SA prime bar, valeur algébrique, donc qui est égal, plus 1 sur SA bar est égal à 2 sur la valeur algébrique du rayon de courbure. En fait, l'avantage d'utiliser la forme, ici la forme algébrique, c'est que en fait, cette forme-là est valable quelle que soit la nature du miroir. Pardon. En fait, elle est valable également pour le miroir convexe. Parce que dans la démonstration que nous avons faite ici est relative à un miroir concave. Bon, on peut trouver une autre expression de cette relation de conjugaison, mais cette fois-ci exprimée par rapport au centre. Et on peut passer de cette équation à celle-là tout simplement, bon, très facilement en utilisant les relations de Charles. D'accord? Donc voilà, ça c'est la formule de conjugaison, en fait c'est la formule de conjugaison d'un miroir sphérique par rapport au centre. Lorsqu'on étudie les systèmes sphériques, vous avez toujours, en fait, on est obligé toujours de parler de ce qu'on appelle les foyers objets et les foyers images, parce que ça permet de faciliter après la construction des images. Bon, la définition, c'est quelque chose qu'on va retrouver à chaque fois, même lorsqu'on va étudier d'autres systèmes optiques, comme le dioptre sphérique et les lentilles. C'est cette notion de foyer. En fait, le foyer image, F2, est l'image d'un objet qui est situé à l'infini. De l'autre côté, vous avez ici un foyer objet, il va correspondre en fait à un point image, ici le foyer objet, c'est un point objet dont l'image est située à l'infini. D'accord? Eh bien, en utilisant la formule de conjugaison ici développée par rapport au sommet, eh bien, je peux calculer la position de ce foyer, ici image, en faisant tendre SA1 vers l'infini. D'accord? En fait, le point objet A1 est situé très très loin à l'infini, de sorte que l'inverse de 1 sur SA1 va tendre vers 0. Et dans cette équation, vous avez ce terme-là qui va s'annuler, et ça nous permet de déterminer A2. Bon, on note ici F2. Et donc, c'est très simple. Après, on voit très, très facilement que SF2, c'est SC en fait sur 2. On peut faire la même chose cette fois-ci pour calculer le foyer objet. Et là, bah, c'est plutôt l'image qu'il faut rejeter à l'infini, d'accord? L'inverse de la position de l'image par rapport au sommet va tendre vers 0. Et dans ces conditions-là, eh bien, on va trouver la position du foyer ici, objet, qui est égal à SC sur 2. Et à ce niveau-là, on va remarquer deux choses, en fait deux remarques importantes ici, intéressantes. C'est que, en réalité, les foyers objets et images d'un miroir sont confondus, d'accord? Vous voyez, c'est le même résultat. De plus, ils sont situés exactement au milieu entre C et S, d'accord? Pour décliner de façon géométrique ce qu'on vient de voir ici à propos des foyers, eh bien, tout rayon parallèle à l'axe optique d'un miroir sphérique est réfléchi en passant par le foyer. On va le voir et vous allez comprendre assez aisément, assez facilement.
D'accord? Un rayon qui arrive de l'infini, en fait, on peut l'assimiler à un rayon qui arrive d'un objet situé très très loin à l'infini. Donc, quand il va se réfléchir, il va se réfléchir en passant par le foyer ici, le foyer image, c'est-à-dire que l'image d'un objet situé à l'infini, ici, c'est tout simplement le foyer. C'est la définition même du foyer. D'accord? Je peux ici voir le même comportement, cette fois-ci, dans le cas d'un miroir convexe. Donc vous avez un rayon qui arrive de l'infini. Bah, cette fois-ci, sachant que ce miroir convexe est divergent, bah, le rayon va diverger de sorte à ce que son support passe par le foyer ici, qui est le foyer image. Dans ces conditions-là, c'est un foyer qui est situé derrière le soleil. Je peux de la même façon dire que tout rayon incident passant par le foyer objet, c'est-à-dire par le foyer objet, c'est ce foyer-là en fait, parce que n'oubliez pas que en fait F2 et F1 sont confondus. Donc, eh bien, tout rayon passant par le foyer sera réfléchi parallèlement à l'axe optique du miroir. Donc, ça, c'est le comportement. Le comportement d'un rayon passant par F1 étant le foyer objet. Vous voyez très bien que ici, F1 et F2 sont confondus. Bon, de la même manière, dans le cas d'un miroir convexe ici, eh bien, tout rayon dont le support passerait par ici le foyer F1 en bleu, qui est le foyer objet, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se réfléchir, en fait, parallèlement à l'axe. En fait, ceci est équivalent à dire tout simplement que l'image est située à l'infini. Bon, pour caractériser un système optique, on introduit toujours la notion du grandissement. En fait, le grandissement qu'on appelle transversal, c'est un terme qui traduit tout simplement le rapport de la taille de l'image par rapport à celle de l'objet. D'accord? Bon, tout à l'heure, nous avons utilisé des objets ponctuels, mais la réalité, en fait, dans la réalité, les objets sont généralement étendus. Ici, je vais m'intéresser à un objet étendu transversalement par rapport à l'axe optique. Donc, j'ai un objet AB. Bon, pour déterminer son image, je vais utiliser deux rayons particuliers maintenant dont je connais le comportement. Je vais utiliser le rayon parallèle à l'axe. On vient de voir qu'il va converger, dans le cas d'un miroir ici, concave, il va converger vers le foyer F1 parce que ce miroir, c'est un miroir convergent, d'accord? Et je peux également profiter de la propriété que j'ai, dont j'ai parlé dès le départ. C'est ce rayon particulier, très gentil, intéressant, qui ne pose aucun problème. En réalité, c'est le rayon qui passe par C. Quand il arrive à ce niveau-là, il va se réfléchir sur lui-même. Et j'arrive ici, au niveau de l'intersection entre les deux rayons que vous avez ici, j'arrive à déterminer ce qu'on appelle F, plutôt B', ici. B', c'est l'image de B à travers le système optique, miroir sphérique. Je peux déterminer l'image, en fait l'extrémité A' que vous avez ici, je peux la déterminer tout simplement en faisant une projection orthogonale de B' sur de B' sur l'axe optique, j'obtiens A', et donc voilà l'image que j'ai, c'est ça. Bon, en fait je profite de la propriété d'aplanétisme des systèmes optiques, bon, dont les conditions sont connues, mais bon, que je ne vais pas décrire aujourd'hui, bon, tout simplement parce que en fait, on travaille toujours dans des conditions où l'image doit être, doit avoir la même forme que l'objet. Si l'objet est transversal, l'image doit être transversale, sinon déformée, ce n'est pas intéressant. Et donc ici, le grandissement gamma, c'est tout simplement la taille de cette image que j'ai ici sur l'objet. Je peux montrer facilement que le rapport entre A', B' sur AB, c'est tout simplement CA' sur CA. Bon, ça, je peux le voir ici. Et ici, on peut également montrer que cette équation, ce terme gamma, s'écrit également par rapport au sommet sous la forme moins SA' sur S. D'accord? Dans ce cas-là, l'objet que vous avez ici est réel et l'image est également réelle.
D'accord? C'est-à-dire réelle, c'est-à-dire qu'on peut visualiser sur un écran, elle est accessible. D'accord? Bon, je prends maintenant l'exemple du miroir convexe et je vais essayer de construire l'image. Je vais essayer de construire l'image d'un objet AB, d'accord? De la même façon. J'ai un rayon parallèle à l'axe qui va se réfléchir pour, en fait, ici, le système est divergent. C'est son support qui va passer par le foyer. Le rayon dont le support passe par C n'est pas dévié. Et vous voyez très bien que ici, les prolongements me permettent d'avoir ici une image B' de B qui est située derrière, donc elle est virtuelle. Je construis après par projection orthogonale et cette image que j'ai ici est une image virtuelle avec ici un gamma, c'est-à-dire un grandissement transversal qui est inférieur à 1. Donc c'est une image droite parce que gamma est positif. D'accord? Et voilà, donc ça ne pose aucun problème. Ça, c'est le principe de fonctionnement d'un rétroviseur de voiture, par exemple. Bon, ici, j'ai le cas d'un objet virtuel. Un objet virtuel, c'est un objet qui est situé derrière le miroir. Donc, vous avez un rayon parallèle qui arrive. Bon, qu'est-ce qu'il va faire? Ici, le foyer est en fait situé devant. C'est un foyer qui est virtuel. Et donc, forcément, le rayon, qu'est-ce qu'il va faire? Il va converger de façon à passer par ici le foyer c'est un foyer réel. Donc le rayon va se réfléchir pour passer par F1, d'accord? Et ici je peux également imaginer un rayon qui passe par C et par, en fait, un rayon dont le support passerait par C et par B1 à la fois. Et donc ce rayon, quand il va partir, arriver au niveau du miroir sphérique, il va se réfléchir sur lui-même. D'accord? Et donc j'ai une intersection à ce niveau-là. Moi je construis ici l'image, d'accord? L'image de B2, et par projection orthogonale, toujours de la même façon, je construis A2, et j'ai ici une image qui est, en fait, j'ai un objet virtuel, mais l'image, elle est parfaitement, en fait, j'ai une image réelle, droite, plus petite que l'objet, alors que l'objet est virtuel. En fait, ici, j'arrive à cette situation où j'ai un objet virtuel qui est situé derrière le foyer, d'accord? Et je construis de la même manière, le rayon réfléchi, cette fois-ci dans le cas d'un système convexe, avec un foyer cette fois-ci effectivement virtuel. Bon, je peux tracer le support d'un rayon ici qui arrive et qui passe à la fois par l'objet virtuel B1 et par C, donc il n'est pas dévié, et vous voyez très bien que le prolongement de ces rayons-là, en fait ces rayons ne peuvent pas se rejoindre dans cet espace, et l'image sera de toute façon virtuelle, et elle se retrouve ici au niveau de l'intersection des prolongements des deux rayons réfléchis. D'accord, voilà, ici, je construis l'image, d'accord, et en fait cette image correspond, elle correspond à un objet virtuel, elle est également virtuelle. Merci de votre attention.